Alors, Gabriel Galis, vous êtes le président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Nous allons parler avec vous de la situation en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, devait rencontrer ici même à Genève ce jeudi son homologue russe, Sergueï Lavrov. Il vient d'annuler cette rencontre. Dans un article dont je mettrai le lien en description, vous évoquez le concept de guerre hybride. De quelle manière la Russie réagit par rapport à cette guerre hybride? Oui, écoutez, la notion de guerre hybride, c'est une notion qui n'est pas très rigoureuse, qui n'est même pas indiscutable par tous. Elle a circulé dans certains milieux de l'OTAN qui ont accusé les Russes de faire la guerre hybride. C'est un peu curieux parce que si on regarde ce que ça contient, la guerre hybride, c'est un mélange de guerre civile, de guerre internationale. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie. La Syrie, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre avec des enjeux internationaux, des protagonistes internationaux et des enjeux locaux, et régionaux aussi. Donc c'est un peu la même chose en Ukraine. Il faut quand même comprendre que d'abord, ça remonte à un coup d'État. Cette histoire de Maïdan, ce n'est pas une révolution comme on nous le ferait croire qui est née de l'intérieur. C'est en fait une opération comme la Géorgie, comme un certain nombre d'autres pays. Ce sont des opérations impulsées de l'extérieur, s'appuyant sur des forces locales, parce qu'on trouve toujours des gens pour faire une révolution ou le début d'une révolution. Donc en fait, il faut remonter à ce pouvoir illégitime qui après s'est installé et qui a décidé de supprimer un certain nombre d'acquis dans des provinces orientales, en particulier dans les provinces russophones. Ils ont aussi supprimé le statut d'autonomie en Crimée. Donc il y a eu progressivement de quoi faire monter la tension et du coup la résistance dans les parties orientales de l'Ukraine, ça s'est transformé en guerre parce que on a voulu les forcer, Kiev a envoyé des troupes, a envoyé même des milices radicales pour les néo-nazis pour les mater, et les autres se sont défendus. Avec du matériel qui pouvait éventuellement être russe parce qu'il était déjà sur place, mais sinon il pouvait s'approvisionner. Donc la guerre hybride, c'est ça, c'est la guerre électronique, c'est la guerre de l'information, c'est la guerre civile, et c'est chacun a ses troupes internationales. Il ne faut pas oublier quand même, la presse occidentale n'en a pas parlé de ça, très peu, mais enfin le Figaro a dit qu'il y avait des commandos britanniques, des commandos de l'armée britannique à hauteur de 300 hommes en Ukraine, probablement dans le Donbass, et une société américaine privée qui s'appelle maintenant Harmony, elle s'appelait autrement avant, avait environ 400 hommes. Déjà 4 plus 3, ça fait 700, plus des commandos de tous les pays, parce que vous savez que quand on met des forces spéciales intégrées dans des troupes ordinaires, les forces spéciales, elles vont s'infiltrer. Donc vous avez, c'est l'élément nouveau, je crois, qui a fait réagir, l'une des raisons qui a fait réagir les Russes, c'est qu'on avait des pays de l'OTAN qui envoyaient des troupes non officielles, certainement pas avec le logo de l'OTAN, mais en fait essentiellement britannique et un peu américaine, et que la situation se dégradait. Il y a quand même plus de 10 000 morts dans le Donbass depuis 2014. Voilà. Donc pourquoi au bout d'un certain temps? Parce que la Douma, et notamment le Parti communiste, a fait pression, qui fait 20% des voix, a fait pression pour qu'il y ait une espèce d'appel à l'aide aux deux républiques autoproclamées. Mais tout le monde s'est autoproclamé. Kiev s'est aussi autoproclamé, si on y va par là. Donc on est dans une série de choses qui s'inscrit dans le contexte global de l'extension de l'OTAN qui n'aurait pas dû avoir lieu selon le traité de Moscou, mais malheureusement les Russes n'ont pas fait inscrire ça dans le traité. Donc du coup maintenant c'est des on-dit, c'est vérifié par des traces historiques dans les archives, mais ça aurait dû être figuré en bonne place dans le traité de Moscou dit 4+2. Depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, certains dirigeants occidentaux agite le spectre d'une invasion russe de l'Ukraine. Quelle est la logique derrière cette stratégie de la tension?
Moi, je crois que c'est de provoquer les Russes, de déstabiliser la Russie, de déstabiliser Poutine. On en parlait tout à l'heure avec un homme qui a travaillé dans la diplomatie à un haut niveau à la fin de l'Union soviétique et qui nous disait que là derrière, il y a des tentatives de déstabiliser Poutine lui-même et son gouvernement. Donc il y a ça, il y a les enjeux autour de Nord Stream où les Américains essayent de vendre leur gaz de schiste à la place du gaz naturel russe. Il y a un contexte global qui est d'empêcher les Russes d'avoir un glacis. Un glacis, c'est un terme militaire qui désigne une zone de sécurité rapprochée autour de ses frontières. Et donc, les Russes ont estimé que la ligne rouge serait franchie s'ils n'avaient pas la garantie que l'Ukraine ne ferait pas partie d'une zone neutralisée. Et ça, personne n'a voulu leur donner cette garantie. Donc la tension est montée mécaniquement et le spectre de l'invasion russe visait à faire monter la tension et à tester un peu les réactions des autorités russes. Vous avez évoqué Nord Stream 2. Alors quel est votre avis sur la suspension par l'Allemagne de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2? L'Allemagne se tire une balle dans le pied parce qu'elle dépend à au moins 50% de son approvisionnement en gaz russe. Elle a cofinancé ça. C'est un projet germano-russe et c'est le président des États-Unis qui a demandé au chancelier allemand d'interrompre les travaux. Donc on est de nouveau dans l'ingérence américaine qui s'occupe de ce qui ne la regarde pas sur le territoire européen. Ça fait partie de ces fameuses sanctions entre guillemets qui sont brandies à tout propos et hors de propos. Les seules sanctions légales sont décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU d'après la charte de l'ONU. Tout le reste, ce sont des brimades, ce sont des actes de terrorisme économique. On peut appeler ça comme on veut, mais pas des sanctions. Sanctions, c'est valable dans une cour d'école ou dans une classe d'école, mais pas dans le monde diplomatique. Et enfin, on observe qu'Israël est assez silencieux à propos de l'Ukraine. Est-ce le signe de la dépendance de l'État hébreu vis-à-vis de la collaboration avec la Russie au Moyen-Orient? Et j'ai envie de dire, par conséquent, de la faiblesse de l'acteur américain dans cette région? Israël a toujours joué un rôle à plusieurs détentes. Vous savez peut-être qu'ils ont livré des pistolets mitrailleurs israéliens sous licence à l'Ukraine. Il y a quelques années, ça avait fait des discussions, d'autant qu'il y a des antisémites dans les rangs des milices, voire de la police officielle ukrainienne. Donc il y avait certains brouillages d'images. Mais en même temps, Israël ne veut pas s'opposer trop frontalement à la Russie parce qu'ils ont des intérêts communs et des adversaires communs. Donc dans certains cas, disons qu'ils s'opposent, ils soutiennent, mais ils ne veulent pas franchir une certaine ligne rouge dans l'agressivité à l'encontre de la Russie.